en Centrafrique avec un taux de participation d'à peine 30%. Là, c'est à Bangui. La capitale centrafricaine a obtenu 90% de oui au référendum constitutionnel. Effectivité du référendum du 13 décembre en Centrafrique, un pas de plus vers la tenue de la présidentielle. La parole est désormais aux invités. Mais avant, le flash d'information. Au Rwanda, les populations sont appelées aux urnes ce vendredi pour le référendum qui devrait sans surprise ratifier une nouvelle constitution, dont le changement majeur est d'autoriser le président Paul Kagame à briguer un nouveau mandat et à potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Les Rwandais sont appelés à répondre par oui ou non à la question. Êtes-vous d'accord avec la constitution telle que révisée en 2015? Réunis en sommet à Abuja, la capitale du Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont entendus ce jeudi pour prendre des mesures appropriées visant l'interdiction de tout port vestimentaire rendant difficile l'identification des personnes face à la multiplication des attaques de femmes kamikazes. Chaque pays a été invité à agir en tenant compte de ses réalités nationales. Enfin, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé ce jeudi de l'envoi de troupes africaines au Burundi avec un mandat de protection des civils. Selon Bonaventure Kakogedegbe, membre du bureau régional Burundi au département paix et sécurité de l'Union africaine, si les autorités burundaises s'opposaient au déploiement, un vote des chefs d'État de l'organisation à la majorité des 2/3 serait nécessaire pour l'envoi de cette force. Au Niger, le gouvernement aurait déjoué une tentative de coup d'État. L'annonce a été faite après l'arrestation de plusieurs hauts gradés de l'armée en début de semaine. Coup d'État déjoué à 2 mois de la présidentielle. De réelles menaces sur le scrutin du 21 février. Des éléments d'appréciation juste après ce générique. Pour m'accompagner durant ces 45 minutes de débat, Dandi Nyamou, agrégée de droit privé, enseignante à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Dandi Nyamou, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Elle n'est pas seule. En face d'elle, Médric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour madame, bonjour amis téléspectateurs de CK TV. Je reste avec vous, Médric François Gongo. Mahamadou Issifou, élu en 2011, soit une année après un coup d'État, dit avoir évité le pied de justesse. Son mandat a failli être écourté. Un mandat écourté de 60 jours, nous aurions aimé nous en tenir au fait pour constater que des hauts gradés au niveau de l'armée, nous aurions aimé nous en tenir au fait tel que dénoncé par le pouvoir en place, pour constater que de hauts gradés auraient été mis aux arrêts, pour constater que dans une atmosphère de retour un peu tonitruant de l'ancien vis-à-vis, je veux parler de Ama Malou, pour constater également que dans cet environnement où les opposants veulent beaucoup plus comprendre les méandres, les tenets, les aboutissants des contrats liant l'État nigérien à certaines internationales, je vais parler notamment du groupe français Areva. 60 jours des élections et l'on va accepter risquer sa vie pour écouter le mandat d'un président en exercice qui rempile dans des conditions pas très démocratique. Nous aurions aimé que, au-delà des arrestations, au-delà du show médiatique qui est fait autour de cette tentative de coup d'État, qu'il y ait une justice indépendante et qu'on en arrive à situer véritablement les responsabilités pour que cette situation n'envenime pas l'ambiance électorale qui devrait être faite de propositions, de débats d'idées, de confrontation des opinions et des ambitions pour permettre au peuple nigérien, une fois de son histoire de démocratie libérale, d'opérer un choix conséquent. Mais loin de tout ça, nous avons comme l'impression du haut de notre piédestal d'analystes que nous jouons là, au Niger, les présidentielles, avant les présidentielles, nous assistons à une guerre psychologique qui pourrait avoir des incidences sur les élections, pourrait être amené à reporter les élections, on pourrait être amené à vouloir voir clair dans la situation de Ama Malou avant d'aller aux élections. Bref, le peuple guinéen
est dans l'attentisme. Le peuple guinéen joue. Vous avez beaucoup la Guinée, on est là au Niger. Le peuple nigérien joue à retenir son souffle pour la suite. Dans Diamo, vous avez suivi aussi de très près la situation au Niger. De justesse, dit Mahamadou Issoufou. Il a évité à son pays un nouveau coup d'État, un nouveau bain de sang. Je ne sais pas si c'est un nouveau bain de sang, mais je suis un peu effarée que à cette époque, on ait encore recours en fait au coup d'État. C'est assez étonnant que ce soit, oui, à peine 2 mois avant les prochaines joutes électorales, que des militaires, en tout cas des forces aériennes, aient décidé de faire un coup d'État. Enfin, je pense que c'est une situation qui est bannie sur le plan international, qui est bannie au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO, puisque comme vous savez, pas plus tard que le 17 septembre dernier, nous avons eu le coup d'État au Burkina Faso et que la réaction de la communauté internationale, de la communauté africaine en premier, a été une réaction dure vis-à-vis de ces personnes-là. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les motivations de ces personnes juste avant les élections. Est-ce que c'est véritablement un coup d'État? Je rappelle qu'en 2011, quand le président Issoufou est arrivé, on nous a dit qu'il y avait aussi eu un coup d'État. Donc, il faut une lumière assez impartiale sur cette situation, mais qu'on rappelle clairement que les coups d'État, les changements anticonstitutionnels de gouvernement sont hors la loi dans la communauté internationale et en tout cas dans notre sous-région africaine. L'opposition, elle aussi, se dit sceptique et attend de voir les preuves pour croire à ce qui a été annoncé. Pédrigue François Gogo, c'est du sérieux et on sent vraiment une certaine indifférence de la part de l'opposition. Ça se comprend? Oui, ça devrait se comprendre parce que tout se passe au Niger comme si le président en exercice a de réelles raisons de craindre pour son 2e mandat. Surtout que nous connaissions le poids de l'opposant emprisonné pour des faits dit-on, de trafic d'enfants. Nous connaissons son poids au moment de gouvernance de Tandja. Nous connaissions les oppositions qui existaient entre l'actuel président et l'opposant emprisonné aujourd'hui. Et lorsque nous jetons un regard sur la manière dont la communauté internationale a eu à condamner le coup de force qui a eu lieu, Madame l'a dit tout à l'heure, au Burkina, nous n'avons plus de fondamentales raisons de penser que des militaires, pour une raison ou une autre, essayeraient de s'engouffrer, j'allais dire, dans ce labyrinthe. Parce qu'en définitive, le droit d'ingérence internationale, le devoir d'ingérence humanitaire tel que défendu en temps par l'ancien ministre français, je veux parler de M. Kouchner, a amené lentement mais sûrement la communauté internationale à être beaucoup plus regardant au niveau des démocraties en gestation, des démocraties libérales en gestation notamment, sous nos cieux, pour que des militaires n'en arrivent pas à vouloir tordre le cou à l'évolution normale des choses au Niger. Je pense que l'opposition a raison. L'opposition a raison de douter de la bonne foi du pouvoir en place. Le pouvoir en place, certainement, a des indices, a des éléments en sa possession qui l'amènent à parler de tentative de coup de force. Mais l'un dans l'autre, c'est qu'il faut une commission une commission qui soit détachée de la justice purement nationale pour que la lumière soit faite rapidement sur cette affaire. Mais l'un dans l'autre, nous devons aller à la parallèle. Il faut qu'on sépare cette tentative de coup d'État du processus électoral qui devrait aller à son terme. Sinon que nous devons nous attendre à assister à ce qu'on pourrait appeler consensus autour d'un report, consensus autour d'une révision. On a parlé de la liste électorale, on a parlé du fichier électoral, qui était un fichier électoral à quiproquo, qui avait connu des dénonciations au niveau de l'opposition. Bref, je pense qu'on joue les élections avant les élections. Je pense que c'est une affaire agitée de toutes pièces et donc habillée de toutes pièces, comme nous le constations il y a de cela quelques dizaines
d'années dans les pays africains, ou pour un oui ou un non, craignant pour la stabilité de leur régime ou pour la pérennisation de leur pouvoir, les dirigeants de ces époques en arrivaient à fomenter des coups d'État. Mais non, nous refusons de croire que le président démocratiquement élu, Mamadou Issoufou, s'adonnerait à des jeux si bas. Nous osons croire que c'est vrai qu'il y a une tentative de coup d'État, mais ce ne serait pas au président en fonction de connaître de cette affaire. Nous attendons le rôle de l'Union africaine, entendu que la CEDEAO ne nous a pas convaincus dans la gestion de la crise au Burkina Faso. Alors on attend donc de voir, Mme Dandiyambou, dans ce contexte-là que vous avez si bien décrit, repris aussi par Médéric François Gongo, est-ce que le pouvoir a un quelconque intérêt à se mettre dans la logique d'un montage grotesque? J'ai toujours été pour le principe de bonne foi. Hein. Donc si je suis sur le principe de bonne foi, il est difficilement pensable de croire que le président actuel a monté de toutes pièces ce coup d'État, cette idée de coup d'État pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais ce n'est pas improbable. Ce n'est pas improbable, donc je pense que raisonnablement, faire la lumière sur cette situation doit être une préoccupation aussi bien du gouvernement en place que de l'opposition. Mais c'est vrai que à peine 2-3 mois des élections présidentielles, on peut s'étonner qu'il y ait un coup d'État par des personnes des forces aériennes uniquement, en tout cas pour la liste qu'on nous a donnée des têtes pensantes de ce coup d'État. Mais voilà, il faut vraiment prendre cette question avec précaution, mais toujours en comptant sur la bonne foi d'un État. Nous avons été tous surpris qu'au Burkina Faso, alors même qu'on pensait que la procédure de normalisation était en cours, que d'un seul coup, il y ait un coup d'État. Et pourtant, ce coup d'État, il a été réel. Il n'a pas été fictif. Donc, il faut, encore une fois, savoir raison garder. Est-on en train de cheminer vers un retour vers des régimes qui ont envie de se pérenniser par d'autres voies que la voie prétendument démocratique, puisque vous savez très bien qu'on a eu les référendums en octobre dernier au Congo-Brazzaville, c'est pour faire maintenir quelqu'un au pouvoir. On est en train de voter au Rwanda, en référendum aussi, c'est aussi une façon de faire pérenniser un pouvoir en place. Donc, il y a, c'est vrai, dans notre contexte régional, une envie des gouvernants de rester au pouvoir, mais doit-on en tirer comme conclusion que cette envie de rester au pouvoir est à prendre au point de considérer qu'on peut fomenter finalement des coups d'État pour rester au pouvoir. Je pense que la communauté internationale ne sera pas dupe et que de toute façon les élections au niveau du Niger doivent se faire dans des bonnes conditions. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour ce pays. Alors de haut gradé tous derrière les barreaux dans ce dossier qu'on ne connaît pas encore assez clairement, est-ce qu'il ne faut pas s'en inquiéter tout de même? Évidemment, c'est que très tôt, nous verrons qu'on établira des liens entre les hauts gradés arrêtés et Mamadou, détenu en prison. Vous voyez qu'Amadou partout là? Non, je crois bien, parce qu'il est puissant, il est fort et au Niger, on le sait bien. C'est qu'on verra très vite des relations entre des opposants et les hauts gradés mis aux arrêts. C'est que tout le scénario sera mis en place pour tenter de faire gober à l'opinion internationale qu'il y a véritablement un coup de force. Mais lorsqu'on observe très bien cette situation et que nous faisons une juxtaposition entre cette situation et la situation au niveau du Congo-Brazzaville et éventuellement au niveau du Rwanda avec quelques nuances près, nous constatons que c'est lorsque l'ancien colonisateur se retrouve en position de monopole par rapport à un produit, ici au Niger, je parle de l'uranium, là-bas au Congo-Brazzaville, je parle du pétrole, par rapport à un produit exploité dans ces pays africains, qui a une politique de 2 poids 2 mesures de la part de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, généralement, agit dans les pays africains en l'orient du côté du regard de l'ancien colonisateur. Et lorsque nous voyons au niveau du Niger un président qui a certains comportements par rapport
à la non-réalisation du consensus au niveau du processus électoral, par rapport à une réponse biaisée donnée à l'opposition eu égard à l'exploitation de l'uranium, par rapport à l'indépendance de l'État dans la gestion de l'affaire de trafic d'enfants impliquant l'opposant de Taya Mamadou, lorsque nous constatons tout cela, on a comme l'impression que ce prévalant de soutien tacite du colon qui, exploitant des ressources minières, en arrive à observer une politique de 2 poids 2 mesures par rapport aux dirigeants et aux opposants, c'était président africain s'en donne plein aise, en arrive à tenter des coups fourrés. Qu'est-ce que les sondages disent? Quel est l'état des lieux au niveau du Niger aujourd'hui? Quel est le pourcentage par rapport au taux de participation? Les ralliements, on le constate là-bas comme partout ailleurs, mais quelles sont les réelles chances du président en fonction du rempilé? Et c'est lorsque nous allons appréhender ces paramètres, lorsque nous allons circonscrire ces faits, que nous serions amenés, à mieux cerner l'hypothèse de tentative de coup d'État et à mieux appréhender également, j'allais dire, l'atmosphère dans laquelle vont se dérouler les élections. Mais je pense que, Madame l'a dit presque tout à l'heure, c'est qu'il faut une vraie justice dans ce cas de figure. Et l'État nigérien, en l'étape actuelle, est moralement, sur le plan éthique, disqualifié pour connaître de manière approfondie de cette affaire. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers la justice au niveau de l'UEMOA? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers la justice au niveau de l'Union africaine? Est-ce que la communauté internationale qui en arrive à supporter les affres, les effets collatéraux, je veux parler des réfugiés, je veux parler des morts, je veux parler de beaucoup de choses lorsque la situation en arrivait à imploser, est-ce que la communauté internationale ne va pas prendre les taureaux par les cornes très vite et se saisir de cette affaire, quitte à ce qu'on laisse et le président et les opposants s'affronter sur le terrain purement politique pour les élections? Voilà une proposition de taille sur laquelle il va falloir réfléchir. Dans ce dossier-là, on risque de mélanger torchon et serviette très rapidement, comme le souligne Médéric. Oui, mais je suis assez réservée par rapport le retour, par rapport au retour systématique à l'ancien colonisateur, en fait. Parce que nous sommes depuis plus d'une 50aine d'années, des États indépendants, et à vouloir toujours chercher la responsabilité de l'ancien colonisateur dans nos erreurs, dans nos errements, on n'avancera jamais. On n'avancera jamais. Et d'ailleurs, quand il dit qu'il faut en recourir en fait à la justice internationale, vous savez très bien que dès qu'on va dire qu'on va vers la justice internationale, on remettra en cause le respect de la souveraineté de l'État Niger à juger de façon impartiale de cette situation-là. Donc, en même temps, on a un doute, c'est vrai, on se dit, à 60 jours des élections, un peu plus, pourquoi faire un coup d'État? Mais est-ce suffisant pour en conclure que c'est le chef d'État en place parce qu'il n'a pas les capacités ou parce que les chances de passer sont prétendument minces, que du coup, il faut qu'il emporte la responsabilité? Je pense qu'il faut savoir raison garder là-dessus. Aujourd'hui, il y a eu tentative de coup d'État déjouée. Il faut faire la lumière sur cette tentative de coup d'État avec les institutions nigérianes en capacité de voir de façon impartiale. Faisons confiance à nos institutions. L'État nigérien n'est pas un État où tout le monde est à la botte du président Issoufou. Donc, à partir de ce moment-là, faisons leur confiance avec, bien sûr, la pression de la communauté internationale pour avoir une vraie lumière sur ce coup d'État, ou en tout cas ce qu'on nous a dit comme étant un coup d'État, mais soyons responsables, nous, en tant qu'Africains, des actes que nous posons. Et là, c'est des Africains entre Africains. Le coup d'État manqué en entendant que la justice ne fasse toute la lumière sur ce dossier. Il faut remarquer qu'il ne fait pas pour autant oubrage au dossier pendant. Il s'agit de l'audit du fichier électoral. Un audit que l'opposition a fini par boycotter. Il ne participe plus aux opérations car, dit-elle, sa crédibilité pose problème. Oui. C'est bien sûr la position de l'opposition, mais vous voyez bien que dans tous nos pays africains,
Dès lors qu'on a une frilosité, dès lors qu'on sait qu'il y a des élections qui arrivent, il y a une frilosité à affronter la situation. On a l'impression que nos dirigeants ou ceux qui veulent accéder au pouvoir prennent l'habitude de se débiner face aux différents stades qui nous attendent. Nous avons eu le même problème ici au Bénin, rappelez-vous, quand on a lancé la LEPI. Alors, il a fallu jouer sur le rassemblement, jouer sur l'idée qu'il faut, dans un État démocratique, que chacun joue sa partition. Si l'opposition aujourd'hui est frileuse, elle se retire, ça ne fait que conforter, ça ne fait que faire le jeu du pouvoir en place, parce que les élections auront lieu à un moment ou à un autre, et ceux qui n'y auront pas participé, ils auront nécessairement tort. En tout cas, ils auront du mal à contester la procédure jusqu'au bout, parce qu'ils avaient les moyens d'y participer, ils avaient les moyens de rassembler, et ils auront laissé de côté cette situation-là. Moi, je trouve cela dommage, hein, dans le sens où vraiment, ça sera laisser les coudées franches, alors même que l'idée, c'est justement de s'opposer. Ils pensent peut-être naïvement que ce faisant, ils n'auront pas participé à, donc ils pourront contester. Mais on a bien vu que partout dans les pays où ça s'est fait, ça n'a abouti à rien. Donc il faut prendre exemple sur ce qui s'est passé par ailleurs. Dans le cas de SOS Médéric, l'opposition, dans cette démarche, vous y voyez une crainte légitime ou simplement de la mauvaise foi, comme cela a été le cas ailleurs? Je pense que l'opposition est dans ses rôles, et lorsque nous jetons un regard sur ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous avons tendance à conclure que la pratique des pouvoirs en place est de désarticuler les partis politiques, et d'abattre psychologiquement les partis politiques de manière à les amener ou à ne pas être regardants par rapport au processus électoral. Je veux parler de l'élaboration des listes électorales, je veux parler de l'élaboration du fichier électoral, je veux parler de la mise en place des structures électorales et évidemment de la mise en place des structures d'observation au niveau des partis. On a comme l'impression que les gouvernements en place jouent à bouffer les élections dans l'embryon avant même que le jour du vote ne survienne. On a comme l'impression que la crainte de perdre aux élections amène les pouvoirs en place, comme certains le disent, à tort ou à raison au Bénin. On l'a vu avec, j'allais dire, la division de l'opposition, la stratégie mise en place pour éviter que l'opposition participe à la LEPI. On a vu la dissension qu'il y avait entre l'opposition. On a vu des appels à ne pas prendre part aux opérations de la LEPI, mais on a vu également cette opposition qui est décidée au dernier moment d'homologuer l'élection du président de la République avec ce chaos historique que nous avons constaté. Pour en venir au cas du Niger, je pense que l'opposition n'a d'autre choix que d'exprimer ses appréhensions dès maintenant. Maintenant, est-ce que, en les exprimant, elle ira jusqu'à demander qu'on boycotte les élections pendant qu'on est déjà dans la phase active? Je vous informe, c'est déjà fait. L'opposition, en rang serré aujourd'hui, dit qu'elle n'ira pas aux élections. Oui, exactement. Je poursuivais mon raisonnement. Est-ce que l'opposition ira jusque-là? Évidemment, oui, que nous le constatons déjà. Mais dans ce cas de figure, quelle sera la crédibilité à donner à une éventuelle élection, à un plébiscite à la soviétique du président en fonction? Est-ce que tout cela ne concourt pas à la stratégie actuelle où nous allons provoquer le report ipso facto des élections, quitte à reconvoquer le peuple pour qu'il y ait une table ronde, qu'on s'entende sur l'essentiel, qu'on revisite le fichier électoral, qu'on soit un peu plus regardant vis-à-vis de la position de Amamadou pour éviter qu'on ait une exclusion par rapport aux candidats, qu'on évacue rapidement cette affaire de trafic d'enfants pour aller vers des élections de braves, des élections véritablement équitables et pacifiques. Si tel est le cas, nous mettons la tentative de coup d'État
sur le fichier, j'allais dire, dans la logique d'une stratégie du pouvoir en place. Mais comment est-ce que on pourra expliquer après que des hauts gradés qui ont été arrêtés ne seraient pas coupables? Là, il va falloir l'habiller. Donc je pense que l'opposition, en boycottant les élections, fait le lit au président Mamadou qui participera aux élections. Les chaînes internationales, aux ordres des multi-internationales, vont dire que les élections se sont bien déroulées. Hein, on nous parlera des incidents qui n'ont pas trop d'influence sur la participation globale. On utilisera les mots diplomatiquement admis de part et d'autre pour amener le peuple à accepter la couleuvre. La couleuvre sera amenée, mais le peuple nigérien sera amené à l'accepter, malheureusement. Vous pensez que les choses se passeront aussi facilement? Aujourd'hui, en tout cas, l'opposition, elle voulu en rang serré. C'est vrai, la question est de savoir jusqu'à quand elle pourra tenir. L'opposition pourra tenir assez longtemps, mais est-ce que c'est la couleuvre à faire avaler au peuple? C'est encore le peuple qui vote. C'est le peuple qui vote. Et si ce peuple-là n'est pas en capacité de faire un choix éclairé, c'est aussi la faute de nos élites, des élites africaines, des élites, pour ce coup-ci, des élites nigériennes. Parce qu'en se retirant, certes, ils pensent encore une fois bien faire, mais le résultat est qu'ils ne seront pas aux élections. Ceux qui voudront même leur donner leur voix n'y seront pas. Et encore une fois, la situation, quand on la voit sur le plan africain, montre que ce n'est pas la meilleure stratégie. Au contraire, la personne sera élue. On va nous dire que le scrutin s'est globalement bien déroulé, qu'il y a eu quelques échauffourées peut-être à des endroits, mais que finalement le président a obtenu la majorité des voix, etc. Donc, à un moment, il faut que l'opposition aussi prenne ses responsabilités, non pas pour valider ce qui se passe, mais pour dire qu'elle existe, qu'elle a besoin d'exister et qu'il y a le peuple qui compte, en tout cas une partie du peuple qui compte sur cette opposition-là. Or, votre question sur le rang serré de l'opposition, on verra s'il tiendra. J'espère qu'il tiendra, mais vous verrez qu'il y aura des dépochages. Si l'idée est effectivement une stratégie pour les empêcher de contester in fine et donc d'habiller sur le plan international cette élection, eh bien, il y aura du débauchage. Et à juste titre. Vous voyez des scénarios observés récemment sur d'autres territoires avec un coup KO quand ça se dessine comme ça? Je ne parle pas du coup KO, mais enfin, s'il n'y a pas de concurrent sérieux, il est normal que celui qui a gouverné pendant un certain temps ait l'avantage. Donc, je n'ai pas de concurrent. On votera pour moi. Il faut qu'on développe la culture de l'opposition et qu'on ne se mette pas dans l'idée que parce qu'on est dans l'opposition, tout de suite on doit gagner. Non, on fait un travail sur le long terme et c'est sur ce travail sur le long terme qu'un jour on arrive au pouvoir. Ce n'est pas parce que la personne, le président sortant va déposer sa candidature et qu'on est dans l'opposition qu'il faut se dire systématiquement il doit perdre. Ce n'est pas non plus ça. Être dans l'opposition, c'est faire partager des idées, c'est avoir une vision, un programme et permettre aux gens de pouvoir compter sur vous. Quand on se défile, quand on se débine, on laisse sur le carreau ceux qui comptaient sur vous. Mais l'imbroglio actuel ne pourra-t-il pas conduire à un report éventuel des élections? C'est une possibilité, mais encore une fois, il faut que les élections se fassent telles que cela a été prévu. Parce que si on fait un report, ça ne changera rien. On dira il faut une concertation nationale. On habillera la concertation nationale, mais le résultat sera le même. Ça sera le même président qui passera. Et nous avons cette maladie-là en Afrique. Dès qu'il y a un problème, on se met ensemble pour parler d'un gouvernement d'union nationale, d'une concertation nationale. La démocratie, ce n'est pas le gouvernement d'union nationale, c'est une confrontation d'idées. Les élections du 21 février prochain, Médéric, comment l'entrevoyez-vous? Très apaisé ou hyper mouvementé? Cela dépend de l'accélération de la procédure devant connaître de la culpabilité ou non des hauts gradés mis aux arrêts. Désormais, les dossiers sont liés. Oui, et l'on nous dira évidemment qu'il y a des complicités au sein de l'opposition,
très vite on aura des confessions tendant jusqu'à impliquer certains ténors de l'opposition. Je ne veux pas parler de Mamadou, vous direz que je parle tellement de lui, mais c'est lui la bête noire du président. C'est lui la bête noire du président en exercice. Et nous osons croire que les deux faits seront séparés, même si l'un n'ira pas sans avoir décision sur l'autre. Nous pensons qu'on va connaître vite de l'affaire de tentative de coup d'État pour éviter qu'on ne renvoie pas la date des élections. Si tel était le cas, les tests prévoient les situations de fait où on aurait certainement, comme cela devrait se passer au Bénin, le président de l'Assemblée nationale ou bien le président du Conseil constitutionnel assurer l'intérim avant que les choses se déroulent normalement. Mais comme l'a dit tout à l'heure madame, c'est qu'on ira forcément vers une grande table ronde, une grande concertation pour revisiter les choses, remettre le jeu complètement à plat pour aller vers des élections véritablement transparentes. Parce que tel que les choses se passent aujourd'hui au Niger, c'est pas évident qu'on ait des élections transparentes. Maintenant, du rôle de la société civile, parce que l'on l'a vu au Burkina Faso, les partis politiques étaient quelque peu dépassés. Et comme l'a dit Obama, le président Obama, je l'avais dit, les présidents peuvent être imposés partout, mais les peuples ont le choix de les chasser lorsqu'ils ne font pas bien. Et la société civile, le mouvement citoyen au niveau du peuple nigérien n'est pas si important, n'est pas si dense pour qu'on espère qu'il y ait une influence positive sur les affaires en cours. Nous osions espérer que les syndicalistes et les membres de la société civile du Niger vont rapidement rentrer dans la danse pour éviter que le jeu ne soit limité aux acteurs politiques qui aujourd'hui maintenant ont montré leurs limites, et c'est tellement ce qui pourrait également justifier l'intervention de l'armée. Ça, c'est encore à démontrer. Madame Dadi Diamant, vous voyez aussi la société civile interpellée? La société civile doit être interpellée. C'est quand même celle qui fait la conscience dans un État, surtout quand on sait la situation délicate dans laquelle se trouvent nos partis politiques. Mais cette société civile, encore une fois, est une société civile des fois amorphe. L'exemple du Burkina Faso reste un exemple singulier dans notre sous-région. Je ne sais pas si cette situation peut revenir de plus en plus souvent. Enfin, singulier, il y a eu le Sénégal, mais la société civile, dans la plupart de nos pays, c'est une société civile qui a tendance à être récupérée par les gouvernants en place, et donc qui a tendance à oublier son rôle de conscience, son rôle de contre-pouvoir, et donc s'allie finalement dès qu'ils ont quelques subsides ou dès que la présence dans la société civile est un tremplin, on utilise cette place dans la société civile pour en faire un tremplin. La société civile ne peut pas remplacer un parti politique. Le rôle de chacun est différent, et donc il faut que les partis politiques dans nos États, dans le continent africain, prennent leurs responsabilités et pensent effectivement à l'élaboration de vraies politiques, non pas à penser en dernier recours à la société civile. Ce sont les partis politiques qui doivent éveiller la conscience politique, justement, des membres de la société civile, parce que les partis politiques font partie de la société civile. Et voilà qui est bien dit. Merci à vous, chers invités. Nous allons à présent mettre le cap sur la Centrafrique. Mais avant de nous y rendre, un nouveau point de l'actualité à travers ce flash d'information. Au Rwanda, les populations sont appelées aux urnes ce vendredi pour le référendum qui devrait sans surprise ratifier une nouvelle constitution, dont le changement majeur est d'autoriser le président Paul Kagame à briguer un nouveau mandat et à potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Les Rwandais sont appelés à répondre par oui ou non à la question. Êtes-vous d'accord avec la constitution telle que révisée en 2015? Réunis en sommet à Abuja, la capitale du Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont entendus ce jeudi pour prendre des mesures appropriées visant l'interdiction de tout port vestimentaire rendant difficile l'identification des personnes face à la multiplication des attaques de femmes kamikazes. Chaque pays a été invité à agir en tenant compte de ces réalités nationales.
Enfin, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé ce jeudi de l'envoi de troupes africaines au Burundi avec un mandat de protection des civils. Selon Bonaventure Kakogedegbe, membre du bureau régional Burundi au département paix et sécurité de l'Union africaine, si les autorités burundaises s'opposaient au déploiement, un vote des chefs d'État de l'organisation à la majorité des 2 tiers serait nécessaire pour l'envoi de cette force. Le 13 décembre, près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes pour approuver une nouvelle constitution. Contre vents et marées, le scrutin s'est tenu. Effectivité du référendum du 13 décembre en Centrafrique, un pas de plus vers la tenue de la présidentielle et les législatives du 27 décembre. L'analyse de nos invités, c'est après ce générique. La composition du plateau reste le même. À mes côtés, Médéric François Gongo et Dandy Nyamo. Dandy Nyamo, après les scènes de violence, les Centrafricains se sont rendus aux urnes. Vous l'avez observé, très satisfaite ou déçue? Je suis assez dans un sentiment mitigé. Voilà. Parce qu'il y a eu 30% à peu près, nous dit-on, de personnes, de citoyens qui sont allés voter. À Bangui, Hein, on aura le chiffre exact ce soir si tout va bien. Oui, mais en fait, c'est un peu décevant dans la mesure où on se dit qu'on est quand même sur un référendum constitutionnel de fondation. Et donc, comme c'est un référendum constitutionnel de fondation, on s'attend à ce que le peuple, le citoyen, se sente beaucoup plus intéressé aux règles qui vont désormais régir le fonctionnement de leur société. Mais en même temps, ça nous rappelle que la Centrafrique est un pays où le taux d'illettrisme est important, donc d'analphabétisme, et que c'est un pays où, depuis plus de 20 ans, on est en train de traverser de façon cyclique des conflits armés. Et si il n'y a eu que 30%, il n'y a eu que, mais c'est déjà 30%. 30% qui sont sortis dans un contexte où certains ont été intimidés. Hein, et donc, dans un contexte d'intimidation, quand 30% sortent, c'est déjà une victoire. C'est une victoire et j'espère que ce référendum constitutionnel de fondation qui désormais appelle le peuple centrafricain à retenir des règles de limitation de mandat, à bannir l'impunité, à créer une haute cour de justice, va être le pas fondamental dans la refondation de l'État centrafrique. Et c'est en ce sens-là que j'y vois une lueur d'espoir. Plus de 79%, je crois, 80% oui. ont voté oui. Donc, il y a une adhésion réelle au processus démocratique dans un contexte difficile, dans un contexte de violence interreligieuse, de violence interethnique. Donc, c'est un sentiment mitigé. Mitigé parce qu'il n'y a eu que 30%, mais en même temps, c'est une victoire dans un contexte où les gens ont été intimidés et tout a été fait pour les empêcher d'aller voter. Médéric François Gongo, à PK5, zone de forte turbulence où on a observé des exactions, même des coups de feu. Le jour du scrutin, on a vu des populations sortir massivement et réclamer leur droit d'aller aux urnes. Comment vous avez apprécié cela? Je pense que même avec 10%, je dirais bravo au peuple centrafricain. C'est vrai que dans les systèmes normaux, le taux de participation permet de juger de l'effectivité de la démocratie et donc de l'engagement citoyen. Mais dans le cas de figure où on a été obligé de parer au plus pressé, on devrait assister à un taux de participation relativement faible. Mais quel que soit ce taux, il est acceptable. Le véritable problème, c'est d'observer les 4 points principaux inscrits dans le référendum et notifiés, entre autres par Madame tout à l'heure. Je veux parler de la Haute Cour de justice, parler de la lutte contre la corruption. Je veux parler de la mise à l'écart des bandes armées. Et là, sur ce dernier point, je me dis qu'il y a un goût d'inachevé qui pourrait avoir... Et c'est lequel? Le goût d'inachevé, c'est qu'il faut d'abord réussir à régler le problème communautaire,
pour réussir à régler le problème communautaire. Et la récente visite du pape François en était pour beaucoup. Les actes symboliques qu'il a eu à poser avaient donné des alertes, mais n'ont pas eu des prolongements au niveau d'autres communautés. On aurait peut-être aimé voir des émirs aussi aller, on aurait aimé voir des pasteurs évangélistes, on aurait aimé voir un travail d'apaisement, un travail de réconciliation. Ça, on peut bien le faire après, non? On devrait commencer par le faire et de manière concomitante aller au référendum. Là, forcément, on aurait un effet un peu plus important. Mais statuant sur l'existentiel, nous avons des raisons de croire que le processus est irréversible. Nous devons l'accepter ainsi ensemble avec les 11 000 membres de la MINUSCA, ainsi avec la majorité des Centrafricains qui aspirent aujourd'hui à une fin de la situation cataclysmique qu'ils vivent depuis 3 ans, que Bozizé a été obligé de partir, avec cet intermède des rebelles de la Séléka, qui n'ont pas su tenir, même si la France a été un peu vite en besogne en intervenant, sans voir tous les contours de cette affaire, même si la France nous a démontré aussi qu'elle était vraiment pas forcément la nation des droits de l'homme par ses affaires de viol, entre guillemets. Je pense que la Centrafrique est à un point de non-retour. Et il revient. Est-ce qu'on peut dire que la Centrafrique est en passe de tourner la page des 3 années de violence intercommunautaire? Oui, nous devons l'espérer. Et les partenaires de développement de la Centrafrique, l'Afrique, les pays africains limitrophes de la Centrafrique devraient jouer devraient jouer des pieds et des mains pour éviter que l'on le retourne sur le point de départ. Diamo, Bédric a évoqué le 4e point inscrit à ce référendum, la mise à l'écart des bandes armées. Est-ce qu'il faut craindre quand on sait que récemment un certain Nourdim Adam a menacé, est allé au-delà des menaces, a implanté un drapeau vite, heureusement dégagé? Qu'est-ce qu'il faut craindre pour ce qui va se passer dans les prochains jours? Il est toujours menaçant. Et le 27 décembre n'est pas bien loin. Non, le 27 décembre n'est pas bien loin, mais il ne faut pas se faire peur. Il faut bien sûr évaluer les risques, mais ne pas se faire peur. Dans le contexte de la République centrafricaine, on sait bien qu'en décembre 2014, la question était de savoir s'il fallait laisser ces violences interreligieuses se transformer en pogrom. Et d'ailleurs, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou la France, la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on doit laisser faire un génocide qui se prépare? Alors, la France est intervenue par le biais de l'opération Sangaris, non pas de sa propre volonté. Elle est intervenue sous mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et encore une fois, à ce niveau-là, si elle n'était pas intervenue et qu'il y avait eu des conséquences beaucoup plus graves, on aurait dit que c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose, ou aucun intérêt, ou peu d'intérêt dans ces endroits-là, que la communauté internationale ne s'est pas intéressée de la question. Or là, véritablement, il faut voir que la communauté internationale contraint avec l'aval de la population, puisque c'est l'objet du référendum, à dire que désormais ce ne sont pas aux bandes armées de faire la loi dans un pays. Et dans les candidatures qui ont été déposées pour les élections prochaines, les élections du 27 décembre, les élections présidentielles, il y a eu une quinzaine de candidats qui ont été exclus, justement parce qu'ils ont des liens avec des bandes armées. Michel Djotodia ne peut pas se présenter. Donc, avec les menaces Michel Bozizé. Il faut, si possible, des interventions militaires encore? Non, il faut une réaction forte pour éviter de laisser croire que parce qu'on a une Kalachnikov et un char, on va imposer à une population de 4 millions d'habitants la terreur dans un État. Je pense qu'à un moment, il faut en arriver là. Et c'est le rôle aussi de la communauté internationale et en premier lieu de nos États africains, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la CEMAC, de s'impliquer pour dire non, aujourd'hui, par ce référendum constitutionnel de fondation, le peuple centrafricain a dit « Nous ne voulons pas
avoir comme candidats des gens qui font partie de bandes armées. Chers invités, merci bien à vous. Le temps qui nous est imparti est complètement terminé. Ça a été un plaisir pour la contribution à l'enrichissement de ces sujets débattus. Mesdames, Messieurs, il faut toujours un défi. Et plus les défis sont grands, plus il y a de chances de sortir quelque chose d'intéressant. C'est sur cette citation de l'écrivain canadien Reynald Reboubé que les rideaux se referment sur ce numéro de votre émission Débat Angle de vue. Merci pour l'attention et très excellent week-end à vous par anticipation.